Mes chers amis, compagnons de route sur ce chemin parfois sinueux, parfois escarpé, mais toujours unique qu'est la vie, bienvenue. Il est des saisons de l'âme, n'est-ce pas, où l'horizon semble se rétrécir jusqu'à disparaître, où les couleurs vibrantes de l'existence paraissent s'estomper, laissant place à une palette monochrome de grisaille persistante qui envahit nos pensées et nos émotions. On peut avoir la douloureuse impression d'être arrivé au bout d'un chapitre crucial, voire du livre entier de sa propre histoire, et que plus rien de stimulant, plus rien de véritablement significatif ne nous attend au tournant. C'est comme naviguer à vue dans un brouillard dense et cotonneux, où chaque vague de désespoir semble nous éloigner davantage d'une rive accueillante, et où l'espoir. Cette petite lumière qui guide habituellement nos pas s'amenuise jusqu'à presque s'éteindre. Mais je suis là aujourd'hui, non pas pour nier la réalité poignante de ces tempêtes intérieures, car elles sont humaines et légitimes, mais pour vous chuchoter à l'oreille, avec toute la tendresse et la conviction dont je suis capable, qu'au cœur même de l'obscurité la plus profonde, dans les replis les plus secrets de notre être, sommeille souvent une étincelle insoupçonnée, une petite flamme fragile mais résiliente, qui ne demande qu'un souffle, qu'une attention bienveillante pour être ravivée. Il ne s'agit pas ici de formules magiques toutes faites, ni de solutions miracles prêtes à l'emploi, car chaque parcours est singulier. Il s'agit plutôt de chemins intérieurs, de clés subtiles que nous portons tous en nous, parfois sans le savoir, pour rouvrir en douceur les fenêtres de notre être et laisser à nouveau la lumière, même la plus timide, y pénétrer. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble, pas à pas, 4 de ces sentiers, 4 approches concrètes et profondément humaines pour retrouver cette précieuse, cette vitale envie de vivre, même lorsque le paysage intérieur semble dévasté et que tout, absolument tout, paraît terminé. Accrochez-vous à cette idée, mes amis, car même la nuit la plus longue, la plus éprouvante, finit inéluctablement par céder la place à la promesse d'une aube nouvelle. La première clé, mes amis, pour commencer à dissiper ce brouillard émotionnel et mental, réside dans la redécouverte active et consciente du sens à travers les plus petites choses du quotidien et la culture assidue de la gratitude. Quand le grand dessein de notre vie nous échappe, quand les projets ambitieux qui nous portaient semblent s'être évanouis dans la nature ou se sont soldés par des échecs, il est terriblement facile de se sentir perdu, désorienté, voire inutile. On a l'impression que notre existence, autrefois peut-être riche et pleine de promesses, n'a plus de but tangible, plus de direction claire. Mais le sens de la vie, voyez-vous, ce moteur essentiel de notre élan vital, ne se trouve pas uniquement dans les réalisations spectaculaires, les carrières fulgurantes ou les destins héroïques que l'on nous présente parfois comme des modèles inatteignables. Il se niche souvent, humblement, discrètement, dans les interstices du quotidien, dans ces moments fugaces, ces détails infimes que nous avons tendance à négliger lorsque tout va bien, et que nous sommes encore plus enclins à ignorer lorsque le désespoir nous submerge. C'est l'arôme réconfortant d'un café chaud le matin, la douceur d'un rayon de soleil qui traverse la fenêtre et vient caresser notre peau, le sourire inattendu et gratuit d'un inconnu dans la rue, le chant mélodieux d'un oiseau à la fenêtre, la beauté fragile et obstinée d'une fleur qui s'évertue à éclore dans un environnement hostile, la saveur d'un plat simple préparé avec amour. Il s'agit d'entraîner notre regard, notre attention, notre esprit, à percevoir à nouveau, avec une fraîcheur d'enfant, ces infimes parcelles de beauté, de vie et de connexion qui nous entourent en permanence, mais que notre douleur a rendues invisibles. Et étroitement liée à cette attention renouvelée, il y a la pratique consciente et régulière de la gratitude. Tenir un petit carnet, un journal de gratitude, où l'on note chaque jour, avant de s'endormir par exemple, ne serait-ce que 3 choses, aussi minimes, aussi triviales puissent-elles paraître, pour lesquelles on éprouve une once de reconnaissance, peut transformer radicalement notre perspective sur notre existence. Cela nous oblige à chercher activement, délibérément, le positif, même au milieu des difficultés les plus accablantes. Au début, cela peut sembler artificiel, forcé, voire hypocrite. On peut se dire « Comment pourrais-je être reconnaissant alors que tout s'effondre autour de moi ?» Mais avec la persévérance, avec la répétition de cet exercice simple, on commence à voir que même dans les jours les plus sombres, il y a toujours une lueur, un détail, une personne, une sensation, un souvenir qui mérite notre gratitude. C'est comme apprendre à voir dans le noir. Au début, tout est opaque, indistinct, puis peu à peu, avec l'accoutumance, les contours se dessinent, les formes apparaissent. Cette pratique ancre profondément dans le moment présent. Elle nous sort des ruminations du passé et des angoisses du futur. Et elle cultive un sentiment de richesse intérieure, une appréciation de ce qui est,
même lorsque les circonstances extérieures sont loin d'être idéales. Elle nous rappelle que la vie, dans sa simplicité la plus dépouillée, reste un cadeau précieux et fragile. Le deuxième sentier que je vous invite à explorer avec courage et ouverture est celui de la reconnexion authentique aux autres et l'engagement dans un service désintéressé, aussi modeste soit-il. Lorsque l'on se sent au plus bas, lorsque l'envie de vivre nous fait cruellement défaut, l'isolement social est souvent notre premier et notre pire réflexe. On se replie sur soi comme une huître, on coupe les ponts avec l'extérieur, persuadé que personne ne peut réellement comprendre la profondeur de notre désarroi, ou animé par la crainte, souvent infondée, d'être un fardeau pour nos proches, de les importuner avec notre tristesse. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de grande vulnérabilité que la connexion humaine, l'échange sincère, peut se révéler être une véritable bouée d'œufs. Sauvetage, une ancre dans la tempête. Il ne s'agit pas forcément de chercher une aide explicite ou de se répandre en plaintes interminables, ce qui peut parfois être contre-productif si l'on ne se sent pas véritablement entendu. Il s'agit plus subtilement de renouer le contact, de partager un moment simple, d'écouter et, si l'occasion se présente, d'être écouté sans jugement. Un appel téléphonique à un vieil ami que l'on a perdu de vue, une visite à un membre de la famille qui se sent peut-être lui aussi seul, une conversation anodine mais chaleureuse avec un voisin en faisant ses courses, l'acceptation d'une invitation même si l'envie n'y est pas au premier abord. Ces interactions, même brèves, même superficielles en apparence, nous rappellent que nous ne sommes pas des îles, que nous faisons partie d'un tissu social, d'une communauté humaine, et que notre existence a un impact, aussi minime soit-il, sur les autres. Et un pas de plus, un pas qui peut sembler paradoxal lorsque l'on manque soi-même d'énergie, est de se tourner vers le service aux autres, de manière désintéressée et humble. Aider une personne âgée à porter ses courses, faire du bénévolat quelques heures par semaine dans une association dont la cause nous touche, offrir une oreille attentive et compatissante à quelqu'un qui traverse une épreuve, transmettre un savoir-faire que l'on possède, prendre soin d'un animal abandonné. Lorsque l'on se sent inutile, vide, lorsque l'on a l'impression de n'avoir plus rien à offrir, le fait de donner de son temps, de son énergie, de son attention aux autres peut redonner un sens profond et inattendu à notre propre existence. Cela nous sort de notre propre marasme, de la contemplation stérile de notre douleur, en nous focalisant sur les besoins et le bien-être d'autrui. On réalise alors, souvent avec surprise, que l'on a encore quelque chose de précieux à offrir, que notre présence, nos gestes, nos paroles peuvent faire une différence, même infime, dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est un paradoxe puissant et guérisseur. C'est en donnant que l'on reçoit souvent le plus, non pas matériellement, mais en termes de satisfaction intérieure, de sentiment d'utilité et de connexion. Le sentiment d'être utile, d'apporter sa pierre à l'édifice commun, si petite soit-elle, est un puissant antidote au désespoir, à la solitude et à la perte de sens. C'est comme rallumer une bougie pour éclairer le chemin de quelqu'un d'autre et s'apercevoir, avec une douce surprise, que sa propre flamme intérieure en est ravivée et renforcée. La troisième voie, et elle est absolument essentielle pour briser le cercle vicieux de l'inertie et du sentiment d'impuissance, consiste à se fixer de nouveaux objectifs, modestes mais clairs et atteignables, et à cultiver activement la flamme de la curiosité. Quand on a l'impression tenace que tout est terminé, que le jeu est fait, c'est souvent parce que les buts majeurs que l'on s'était fixés dans le passé semblent désormais définitivement hors de portée, ou que les projets qui nous animaient et structuraient notre quotidien ont pris fin, laissant un vide béant et angoissant. Ce vide, s'il n'est pas comblé, peut rapidement devenir un gouffre de désespoir. Il est alors crucial de ne pas rester prisonnier de cette inertie, de cette passivité, mais de se réinventer, avec patience et bienveillance envers soi-même, de petits défis, de se fixer de nouveaux horizons, même s'ils sont plus modestes, plus proches, moins spectaculaires que ceux d'antan. Il ne s'agit absolument pas de vouloir gravir l'Everest du jour au lendemain alors que l'on peine à sortir de son lit, mais plutôt de viser la petite colline en face de chez soi, celle qui est à portée de pas. Apprendre une nouvelle recette de cuisine simple et savoureuse, lire un livre sur un sujet qui nous a toujours secrètement intrigués, mais pour lequel on n'a jamais pris le temps, commencer un petit potager sur son balcon ou même sur le rebord d'une fenêtre, apprendre quelques mots ou phrases d'une langue étrangère via une application ludique, s'engager à faire une promenade quotidienne un peu plus longue chaque semaine, reprendre un ancien hobby laissé de côté depuis des années, peinture, musique, écriture, modélisme. L'important, le critère essentiel, est que ces objectifs soient clairs, concrets, spécifiques et surtout perçus comme réalisables avec un effort raisonnable.
Chaque petite victoire, chaque étape franchie, aussi modeste soit-elle en apparence, nourrit l'estime de soi, restaure un sentiment de contrôle sur sa vie et procure une dose bienvenue d'accomplissement. Et pour alimenter cette démarche de petits pas, il est vital de cultiver ou de réveiller la flamme de la curiosité. S'intéresser à nouveau au monde qui nous entoure avec un esprit ouvert et sans jugement. Poser des questions, vouloir apprendre, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives. La curiosité est le moteur de l'apprentissage, de l'adaptation et de la croissance personnelle, et ce, à tout âge de la vie. Elle nous tire vers l'avant, elle nous sort de nos ruminations. Elle ouvre des portes insoupçonnées sur des centres d'intérêt que nous n'aurions jamais imaginés. C'est comme un enfant qui découvre le monde avec des yeux neufs, où chaque détail peut devenir source d'émerveillement, d'interrogation et d'intérêt. Se donner la permission d'être à nouveau un débutant dans un domaine, d'explorer sans attente de performance, sans peur du ridicule, juste pour le plaisir pur et simple de la découverte et de l'apprentissage, peut raviver une joie simple, authentique et profondément nourrissante. C'est un peu comme semer de nouvelles graines, avec espoir mais sans certitude, dans un jardin que l'on croyait stérile et abandonné. Avec un peu de soin, d'attention et de patience, de nouvelles pousses, fragiles mais pleines de vie, peuvent apparaître et transformer le paysage. Enfin, la quatrième piste, et non des moindres car elle est le fondement de tout le reste, est d'apprendre ou de réapprendre à prendre soin de son corps et de son esprit avec une infinie douceur, une patience renouvelée et une compassion inconditionnelle envers soi-même. Lorsque l'on perd l'envie de vivre, lorsque le goût de l'existence s'estompe, il est malheureusement fréquent, et presque inévitable, de négliger les besoins fondamentaux de notre être, tant physique que psychologique. On mange mal, de Dieu. Manière anarchique, des aliments peu nourrissants, ou au contraire on se réfugie dans la nourriture de manière excessive. On ne bouge plus, on reste prostré. L'énergie vitale semble s'être tarie. On dort peu ou mal, le sommeil n'est plus réparateur. Et surtout, on se laisse envahir, submergé par un flot incessant de pensées négatives, autocritiques, défaitistes. Or, notre corps et notre esprit sont les deux faces d'une même médaille. Ils sont intimement et indissociablement liés. Prendre soin de l'un a un impact direct, immédiat et profond sur l'autre. Il ne s'agit pas ici de se lancer dans des régimes drastiques et frustrants, ni dans des programmes sportifs épuisants qui ne feraient qu'ajouter une pression supplémentaire. Il s'agit plutôt d'adopter, pas à pas, des gestes simples, quotidiens, et surtout bienveillants envers soi-même. Choisir de manger des aliments sains, frais, colorés et nourrissants, ceux qui apportent réellement de l'énergie et du réconfort à notre organisme, en prenant le temps de savourer. S'engager à bouger son corps régulièrement, même doucement, en respectant ses limites actuelles, une marche quotidienne dans la nature, si possible, pour bénéficier des bienfaits de la lumière du jour et de l'air frais, quelques étirements doux pour délier les tensions, une séance de yoga adaptée ou de tai chi. L'activité physique, même modérée, libère des endorphines, ces fameuses hormones du bien-être, et aide à clarifier les idées, à chasser les idées noires. Veiller à la qualité de son sommeil, en créant un environnement propice au repos, en instaurant des rituels apaisants avant le coucher. Et tout aussi important, si ce n'est plus, apprendre à apprivoiser son esprit, à ne plus être le jouet de ses pensées automatiques. Pratiquer la pleine conscience, mindfulness, ne serait-ce que quelques minutes par jour pour observer ses pensées et ses émotions sans jugement, comme des nuages qui passent dans le ciel, pour se reconnecter à ses sensations corporelles, à son souffle, cette encre du moment présent. S'accorder délibérément des moments de calme, de silence, loin du tumulte incessant du monde extérieur et du brouhaha intérieur. Et par-dessus tout, apprendre à se parler à soi-même avec la même gentillesse, la même indulgence et la même compassion que l'on offrirait à un ami très cher qui traverse une période difficile. Trop souvent, nous sommes notre critique le plus sévère, notre juge le plus impitoyable. Remplacer l'autocritique acerbe et destructrice par l'autocompassion chaleureuse et encourageante est un pas immense, révolutionnaire, vers la guérison intérieure et la paix de l'esprit. C'est reconnaître sa propre souffrance sans la minimiser. Accepter son imperfection et sa vulnérabilité comme faisant partie intégrante de la condition humaine et se traiter avec une infinie douceur et un respect profond. C'est comme devenir son propre parent bienveillant et aimant, celui qui console, qui rassure, qui encourage et qui rappelle inlassablement que l'on est digne d'amour, de soins et de bonheur, quoi qu'il arrive, quelles que soient les erreurs du passé ou les difficultés du présent. Mes chers amis, retrouver l'envie de vivre quand tout semble terminé, quand le tunnel paraît sans issue, n'est certes pas un chemin linéaire, rectiligne,
ni une victoire éclatante que l'on remporte une fois pour toutes et qui nous mettrait à l'abri de toute rechute. C'est plutôt un art délicat, un apprentissage patient, un tissage quotidien et minutieux de petits gestes, de nouvelles habitudes de penser, de ressentir et d'agir. C'est un engagement renouvelé, parfois chancelant mais toujours sincère, envers soi-même et envers la vie. Un pas après l'autre, jour après jour, souffle après souffle. Ces 4 voies que nous avons explorées ensemble aujourd'hui, la gratitude active pour les petites choses de l'existence, la reconnexion authentique aux autres par le lien et le service désintéressé, la poursuite de nouveaux objectifs réalistes et la culture de la curiosité insatiable, ainsi que le soin infiniment bienveillant et compatissant de son corps et de son esprit, ne sont que des pistes, des invitations à explorer avec courage votre propre paysage intérieur, vos propres ressources insoupçonnées. Rappelez-vous, même lorsque vous en doutez le plus profondément, que vous possédez en vous une résilience extraordinaire, une capacité innée à vous adapter, à vous réinventer, à trouver de la lumière, même la plus infime, dans les recoins les plus sombres de votre être. Soyez infiniment indulgent et patient envers vous-même durant ce processus. Célébrez chaque petit pas en avant, chaque micro-victoire sur le désespoir, aussi insignifiante puisse-t-elle vous paraître. La vie, même lorsqu'elle nous met à rude épreuve, même lorsqu'elle nous semble cruelle et injuste, recèle toujours des trésors cachés, des moments de grâce inattendus pour celui ou celle qui ose encore chercher, qui refuse de baisser les bras définitivement. Et n'oubliez jamais, jamais, que demander de l'aide, que ce soit à des proches en qui vous avez confiance, à des amis fidèles ou à des professionnels de la santé mentale, thérapeutes, psychologues, médecins, n'est en aucun cas un signe de faiblesse ou d'échec. C'est au contraire une preuve immense de courage, de lucidité et d'amour pour soi, un acte de foi envers la possibilité d'un mieux-être. L'aube, mes chers amis, même après la nuit la plus glaciale et la plus interminable, finit toujours, inéluctablement, par poindre à l'horizon, apportant avec elle la promesse silencieuse mais puissante d'un nouveau jour, d'une nouvelle chance de choisir la vie, de choisir l'espoir, de choisir soi. Gardez cette petite flamme, aussi vacillante soit-elle, précieusement allumée au fond de votre cœur.